de Radio Alichin 3, Reda Menassel derrière son fidèle micro pour vous servir, accompagné comme toujours de Lamine B derrière la vitre et de Karim Mbarek, mon chroniqueur de talent. Karim, bonsoir. Bonsoir Reda. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet que nous avons maintes et maintes fois traité dans l'émission. Le marché mondial de l'IA générative dans l'art devrait croître de 0,43 milliards de dollars en 2024 jusqu'à 0,62 milliards en 2025, soit un bon Karim de plus de 42% en juste une année. Cette explosion est portée par l'adoption rapide par les artistes, les plateformes et les institutions, notamment dans le domaine visuel, musical et littéraire. Parallèlement, nous avons des études qui montrent qu'un quart des utilisateurs craignent de perdre des commandes à cause de justement cette intelligence artificielle. On va en parler avec une légende, un philosophe des arts, un grand monsieur de la culture, Made in DZ, Jawdet Gessouma en personne. Bonsoir Jawdet. Bonsoir. Bonsoir mon cher Reda, bonsoir l'équipe. C'est toujours un plaisir de te recevoir dans l'émission, d'autant plus que tu nous ramènes un invité de champ, en l'occurrence monsieur Hassan Agoun, le coordinateur de Tinda. Alors Tinda, c'est Tech and Innovation in Design and Arts. Bonsoir, bien, luxe. Tout à fait. Et en deuxième partie d'émission, on va s'intéresser à notre ami Halim Faraoui qui va nous parler de Go My Code, mais pas que. Bonsoir. Bonsoir Reda. Il n'est pas interdit évidemment de participer à la discussion autour de l'intelligence artificielle. Excellent. Alors, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle pour les artistes l'IA. Toujours les questions aussi flippantes que ça. Bah, bonne nouvelle, oui, et mauvaise nouvelle, alors, oui. Je m'adresse aux plasticiens que tu es. Plasticien, je pense que même sur ces ondes, on en a beaucoup discuté. Hein. Donc, le débat, je crois qu'il reste posé. Et je crois que ça sera un débat éternel, c'est un débat philosophique, mais je ne suis pas philosophe. Voilà, non, c'est un débat vraiment philosophique et théorique parce que ça va poser des questions de droit d'auteur, ça va poser des questions de formalisme. Le droit d'auteur aujourd'hui stipule qu'une œuvre d'art, c'est une œuvre de l'esprit. Et c'est défini, pas plus loin qu'hier sur Tinda, justement. On était en contact avec M. Delmi Talonda. Qu'on salue, Mahdi Qu'on salue au passage, un très chic type. Et donc, voilà, donc ça va poser la question de... Moi, si vous voulez mon avis personnel, alors on veut suis plutôt... Oui, plus tard, l'avis de l'enseignant. Parce voilà, que qu'il y a une espèce de... Il y a une dichotomie, allez, soyons... Osons. Voilà, non, la dichotomie, c'est que c'est vrai qu'en tant qu'enseignant, je ne peux pas freiner, arrêter le progrès, arrêter les choses. Et je ne suis même pas d'accord pour que ce soit simplement un outil, l'IA. Je suis d'accord pour que ce soit un outil de création, de production, à condition qu'on stipule que c'est un outil, d'une manière ou d'une autre. Mais de l'autre côté, le plasticien qui ne refuse pas l'outil technologique, qui ne refuse pas les nouvelles révolutions justement technologiques, affirme que quand même l'être humain est la base de tout. Moi, je suis pour l'erreur, je suis pour la subjectivité, je suis pour les petits doutes, les incertitudes, la petite note en plus peut-être en musique, le petit quart de temps une imperfection dans une œuvre d'art. Encore l'exemple du grand Miles Davis qui avait fait un concert magnifique parce que lui il faisait du jazz et donc le jazz c'est extrêmement classique, les gens ne le savent pas, croient que c'est libre, qu'on arrive à une liberté puisqu'on a maîtrisé tous les processus académiques musicaux. Et le gars il était complètement énervé, il est sorti, il leur a dit je me suis trompé là, je me suis trompé sur des notes minimes que personne n'avait remarqué. Il a dit Al-Khanaf, la petite note indique, voilà. Alors, ce débat, Hassan, tu l'as eu hier en compagnie des étudiants de l'école supérieure des Beaux-Arts d'ailleurs. C'est vrai, tout à fait. En fait, c'est plutôt, on a essayé d'organiser un débat entre les étudiants eux-mêmes et pour les amener, pour les pousser à réfléchir sur cette question-là, la question plus exactement de l'éthique de l'IA. Dans le cadre de la création artistique et du design. Alors je sais que tu les as séparés en deux groupes, les pour, les contre, et que tu as créé une espèce de débat comme ça qui était plus ou moins équilibré d'après ce que j'ai cru comprendre. En tout cas, ce qu'on a essayé de faire, ceux qui étaient a priori pour, on leur a demandé de défendre l'avis contre,
Et ceux qui étaient plutôt contre cette possibilité éthique de l'IA, on leur a demandé de défendre la vie. L'exercice difficile de l'empathie. Voilà, sur la place de l'autre et de faire l'avocat du diable. Voilà. Exactement, tout à fait. Et d'explorer, en fait, d'essayer de penser contre soi-même et d'essayer d'explorer les arguments adverses. Et je trouve qu'ils se sont vraiment bien débrouillés. Ils se sont prêtés au jeu, en tout cas, et à l'exercice. Et ils étaient très convaincants, chacun dans leur camp. On avait l'impression que les pour étaient vraiment pour et que les contre étaient vraiment contre finalement. Et bon, il est difficile de trancher ce débat. Enfin, chacun avait des arguments en sa faveur. Ben, on va essayer de le faire, cet argument. Alors, pour les contre, comme moi, par exemple, je le dis, je l'assume, je suis absolument contre pour la création artistique. Non pas pour les tâches annexes qui déchargent l'individu d'un tas de processus rébarbatifs, etc. Ça, c'est une bénédiction, clairement. Mais la création, tu le sais mieux que Madjoud, tu es artiste, c'est une espèce de flamme intérieure. C'est ce qui fait que tu es peut-être différent du kidam qui passe dans la rue. C'est une approche qui t'est personnelle, c'est une perception qui t'est propre, etc. Il y a les effets du hasard, il y a beaucoup de choses. Cette individualité, ce petit plus que tu as, tu l'as parce que tu es le fruit d'une société qui est la tienne, d'une éducation, de tes lectures, de tes rencontres. C'est ce qui permet justement de faire germer cette fibre artistique. Est-ce que si on donne à tout le monde la possibilité de créer, est-ce qu'on risque pas tout simplement une uniformisation du contenu qui est proposé? Oui, c'est devenu un mot-clé, cette notion d'uniformisation, justement. Parce que ce qui est quand même, justement, la dichotomie, maintenant, c'est de la schizophrénie, parce que c'est plus une dichotomie. Le problème, c'est qu'on enseigne l'esthétique. Donc, on va enseigner ces valeurs. On enseigne l'histoire de l'art, on enseigne toutes ces valeurs esthétiques, toutes ces valeurs d'éthique, justement. Moi, l'éthique, c'était un mot-clé. Ça m'a fait plaisir que le débat se situe sur ce niveau-là. Et justement, cette uniformisation, mais en plus le terme uniformisation là, il est bien gentil. Moi, je pense que c'est vraiment standardisation, normalisation, toutes ces choses-là qui nous font horreur. Parce on l'a vu avec les gift packs il y a quelques mois, tout le monde s'est mis à faire des Barbies. Voilà, tout le monde fait du Miyazaki, des Barbies, des tout ça Miyazaki, ça a été d'ailleurs, il a très mal pris, ça a été aussi beaucoup dans le débat d'hier entre les étudiants, ils étaient très chargé sur ça d'ailleurs, et là il y avait un accord entre eux sans que ça aille face à table. Ils étaient quand même d'accord que Miyazaki, ça a été une utilisation vraiment surannée, extrêmement je veux dire importante, et donc ça, cette standardisation des esprits ou de la créativité, moi je suis, ça me fait flipper sérieusement quand je vois toutes les filles qui se ressemblent avec un bec de canard et des cils noirs, des cheveux, toutes ces choses-là, moi, ça me fait flipper. Donc, si au niveau artistique, on a une uniformisation, elle est où l'aspérité? Voilà, tout est interchangeable. Elle est où l'aspérité? Elle est où ce petit relief qui fait la différence? Alors, il y a des maisons d'édition, notamment américaines, Marvel s'est prononcé récemment, et s'est dit contre. C'est-à-dire qu'ils refusent dorénavant de publier une œuvre de bande dessinée générée par intelligence artificielle, par exemple. Il y a des éditeurs japonais qui commencent timidement à se prononcer sur la question. Européens, pareil, ça a été la grande thématique du festival d'Angoulême de l'année dernière, etc. Il y a des garde-fous, heureusement, là, même les Chinois, ils mettent des garde-fous maintenant, c'est-à-dire qu'il faut absolument des garde-fous et que cette éthique soit respectée. Mais si on utilise l'intelligence artificielle, elle n'est pas là pour remplacer le... D'accord, mais j'ai un autre argument, c'est-à-dire plutôt un argument contraire, c'est que maintenant, en 2025, c'est nos références, c'est notre base. Ça fait quelques années, on avait parlé d'intelligence artificielle et on avait abordé le sujet, c'est que nos références, nos normes maintenant ne seront pas les mêmes. Bien sûr, on parle de révolution. C'est-à-dire l'artiste maintenant, il est défini par son imagination, les erreurs qu'il peut faire en dessinant, etc. Mais ces mêmes normes vont changer dans le futur. Il se peut que l'artiste sera l'artiste qui maîtrise le mieux le prompt, l'artiste qui fait des erreurs d'orthographe pour que ça change une façon d'interpréter son prompt. Il se peut que ça change. Donc, je ne pense pas qu'on puisse maintenant décider ou carrément fermer la porte sur la possibilité qu'il puisse y avoir un artiste qui sort de vraies œuvres à l'aide de l'intelligence artificielle, à l'aide.
Seulement, il ne va pas utiliser le pinceau, mais il va utiliser des mots où ça sera des codes ou quelque chose comme ça. Alors, Joe, d'être sur 2 minutes parce que tu dois filer. Oui, merci. Non, les paradigmes changent, il n'y a pas de souci. Hein, je n'ai absolument aucun souci sur ça. Non, mais ça va. C'est quelle IA on veut. Voilà, mais c'est quelle IA on veut, comment, selon à nous d'émettre nos propres valeurs, nos propres notions d'originalité, mais ne pas être esclave des mêmes. Mais je suis d'accord avec les mêmes, les prompts, les LLM, tous ces trucs-là, il n'y a aucun souci. Voilà, je vous dis donc merci à vous et à bientôt. Je vous souhaite bon débat, bonne émission. Merci. Merci beaucoup. Alors, même question pour notre ami Hassan. Alors, répétez-moi la question parce que là, vous avez ouvert des champs un peu par rapport à l'IA. Par rapport à, maintenant, tout à l'heure, il disait que un artiste, même Reda disait la même chose, c'est un artiste, c'est avec ses erreurs, c'est avec l'expérience qu'il a, c'est avec ses sensibilités, sa culture, etc. Ok, je suis d'accord. Mais rien ne nous dit que dans 10 ans, dans 5 ans, un artiste sera défini autrement. Il y aura une génération d'artistes avant et il y aura une génération d'artistes après. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques années, on avait parlé de Reda insister sur le fait que maintenant ou plus tard, des jeunes n'arriveraient pas à apprendre la table de multiplication, qui est la base qu'on a appris au primaire. À chaque fois. Voilà. Mais cette référence même ne sera pas la bonne référence dans 5 ans ou dans 10 ans. Ça sera celui qui, comme à un moment, celui qui ne code pas. Cette réflexion est conditionnée par le paradigme actuel, qui peut changer dans le futur. Tu vois, donc, ça peut changer. Donc je pense qu'on ne peut pas maintenant mettre des barrières et encercler ça et bloquer toute évolution qui pourrait éventuellement faire de belles choses. Hassan. Oui, il y a des belles choses qui se font dès maintenant, mais encore faut-il, c'est-à-dire savoir appréhender ce qu'est l'intelligence artificielle, voilà, pour ne pas être captif. Bon, on peut commencer par la définir. Qu'est-ce que l'IA générative, par exemple? L'IA générative, mais déjà, voilà, il y a l'IA générative, on voit qu'il y a l'IA, donc c'est déjà un mot valide, c'est un vocable qui rassemble beaucoup de réalités. Là, quand on parle d'IA spontanément, on parle d'IA générative, là, depuis 2023, un réflexe, fin 2022, mais voilà, c'est-à-dire on a en tête ChatGPT, voilà, c'est ça qui nous vient plus en tête quand on parle d'IA. Mais en fait, et notre invité aussi pourra le dire plus tard, il y a plusieurs technologies qui se réclament de l'IA. Par exemple, le machine learning, c'est de l'IA, le deep learning, c'est de l'IA, les LLM, depuis Alan Turing, c'est de l'IA. Le modèle de diffusion, c'est de l'IA, voilà. Et c'est un vocable qui existe depuis, enfin, pas avec cet acronyme IA, mais intelligence artificielle. Donc, ça a été lancé en 1956. Ça a connu des réalités très diverses. Et donc, il y a un usage très marketing, en fait, du terme IA, parce que quand on dit IA, ça permet de lever des fonds. Exactement. Il y a une trend, enfin il y a une hype autour de cette notion d'IA. Alors justement, tendance, hype ou véritable révolution? On avait esquissé les prémices d'un débat en off tout à l'heure. J'aimerais qu'on le poursuive tout de suite. D'un point de vue révolution, nous on a employé ce thème, la révolution, mais je vais vous dire pourquoi après. En tout cas, on peut parler d'une innovation. Révolution, certains veulent la faire advenir. Quand on met 500 milliards de dollars sur ces technologies-là, forcément on fait advenir cette réalité-là et elle s'impose. C'est-à-dire si on met 500 milliards de dollars, je sais pas quoi, dans l'économie verte, ou quel que soit, ou dans, je sais pas moi, de la production du couscous, eh ben il va essaimer dans le monde. C'est-à-dire, il faut se rendre compte qu'il y a derrière des logiques financières, il y a derrière des logiques économiques et des logiques étatiques et géopolitiques qui poussent à ce qu'advienne ce dispositif numérique. Mais clairement, généralement le propre d'une révolution, c'est la non-possibilité de revenir en arrière. C'est-à-dire l'adoption massive, le fait que l'humanité ait intégré tous ces process, cette manière de réfléchir et d'utiliser justement cet instrument, et de ne plus pouvoir s'en passer. C'était le cas pour le moteur à vapeur, c'était le cas pour tout ce qui a précédé. Oui, tout à fait. Donc oui, ça aussi c'est des innovations. En effet, il y a des innovations radicales,
Il y a deux types d'innovation, enfin globalement comment de rupture. On segmente ça en sociologie de l'innovation. Il y a les innovations radicales et les innovations incrémentales, celles qui viennent rajouter quelque chose couche par couche. Voilà, à des couches déjà existantes. On va dire, on pourrait voir ça comme une innovation radicale et ça pourrait se tenir. Mais si on arrime ça au dispositif numérique, eh ben c'est une nouvelle itération en fait, parce que des IA, il y en a par exemple dans nos téléphones. Depuis longtemps. Depuis longtemps, quand on se fait des filtres, c'est déjà une IA. Ça, cette technologie, c'est déjà de l'IA. Allez. Alors, moi, je pense qu'on n'est pas très loin de la révolution, quand même. On a deux personnes qui ne sont pas d'accord dans l'émission. Dieu sait si on adore ça dans Médiatique. Une bretelle. Moi, je pense qu'on n'est pas très loin de la révolution, quand même. Je pense que dans le monde de la tech et de l'informatique des dernières décennies, je pense qu'on est quand même au sommet de l'innovation. C'est une innovation qui a quand même changé pas mal de choses. Il n'y a qu'à voir les projets aujourd'hui qui sortent, les interfaces, les produits, les logiciels. À partir du moment que tu cites le fait d'avoir mis l'ingrédient IA dedans, bah, ça coûte $1 milliard en plus, en fait. Donc, en termes de levée. Maintenant, qu'est-ce que l'IA? J'y reviens. Je pense que on a attaqué le débat de façon philosophique, donc je vais l'attaquer de la même manière. Sur la partie artistique, l'être humain, dès le départ, il cherche à économiser de l'énergie et gagner du temps. Je pense que c'est des techniques aujourd'hui, des logiciels, des techniques, des appareils qu'on invente pour pouvoir rendre les choses moins énergivores et moins chronophages. Est-ce que ça peut s'appartenir à l'art? Je pense que l'art a besoin d'énergie et de temps pour pouvoir être beau et apprécié. Alors il y a eu le même débat aux prémices de la musique électronique, si vous en souvenez. Absolument. Pour les plus anciens. Est-ce que le fait de sampler la musique d'un tel, de la réinterpréter, de l'injecter à sa sauce, est-ce que c'est de la création? Il a fallu pas mal d'années quand même pour que effectivement la création, la production de tel DJ, oui c'est de l'art, oui c'est de la musique. Mais ça n'a pas été sans résistance. Hein. Ça a pris quand même des décennies pour que ça puisse être en tout cas perçu comme un véritable art de la musique électronique. Maintenant, aujourd'hui, je pense que je suis à 80% d'accord en tout cas sur l'idée posée sur la table aujourd'hui, c'est que c'est inévitable aujourd'hui. C'est Thanos en fait. Je pense aussi, ouais. Donc aujourd'hui on aura certainement besoin d'une partie d'intelligence artificielle au quotidien pour obtenir de meilleurs résultats, que ce soit en termes d'éducation ou de travail, je pense. Ouais. Mais moi j'aimerais bien qu'on revienne sur l'idée qu'on a émise avec Judith sur la standardisation justement des créations. On va prendre l'exemple qu'on cite à chaque fois, Karim, mais je pense qu'il est de circonstance, les statuts LinkedIn. Depuis qu'il y a eu l'intelligence artificielle, tout le monde écrit de la même manière, avec la même orthographe, et véhicule exactement les mêmes idées. Il y a une espèce d'uniformisation des contenus sur LinkedIn qui est juste extraordinaire, au point où les gens maintenant ne lisent plus. Ne lisent plus. Dès que tu vois l'espèce de mise en page typique de ChatGPT, moi je saute, je ne lis plus. Est-ce qu'on n'arriverait pas à un tel phénomène de saturation avec la multiplicité justement des créations liées à l'intelligence artificielle? Ma phrase était inutilement longue. Non, mais en tout cas c'est un des risques et c'est le risque justement. Après, on va reprendre les choses philosophiquement. Je ne sais pas si l'homme a toujours cherché à gagner du temps et de l'énergie. Ah, ils sont pas d'accord, mais diplomatiquement. C'est-à-dire, on aime bien dépenser notre énergie, enfin jouer à un match de foot, machin. Donc l'homme aime bien dépenser son énergie à faire plein de choses. Pas dans le travail. Qui n'ont pas forcément de valeur marchande. Et ça, c'est-à-dire le fait que... Mais ça, c'est ça la création, justement. C'est ça, là. Oui. Et donc, le fait que toute chose doit avoir une valeur marchande et de mercantile. Cette quête de efficacité marchande et tout, ben, c'est enseigné, c'est promu, c'est pas
C'est pas intrinsèque. Voilà, c'est pas une. C'est l'homme de Néandertal qui regarde les étoiles et qui se demande qu'est-ce que c'est, ce truc qui brille. Il perd son temps à faire des choses comme ça, l'homme à contempler le ciel et tout. Donc voilà, c'est pour ça que justement, on l'a fait advenir. Quand on dit que ça permet de lever des fonds, ça fait gagner 1 milliard de plus, c'est que c'est coté. C'est coté parce que c'est dans l'esprit de l'époque. L'esprit de l'époque, il est informé par le capitalisme, pour parler simplement. Mais donc il faut juste être conscient de cette réalité-là. Et les œuvres d'art, donc l'art, est-ce qu'on le perçoit sous l'angle de la production artistique, production dans un marché consumériste et tout ça, où on consomme des œuvres d'art, ou est-ce qu'on parle d'art au sens noble de l'art? Voilà, ça, en tout cas, il y a un sens de l'art qui précède le marché de l'art. C'est ça. Et donc, du coup, de ce point de vue-là, si on revient à des choses qui peuvent nous réconcilier, art et technique, non mais sérieusement, art et technique ont toujours cohabité, ils marchent de pair. Même il y a un ternaire, il y a aussi le droit ou l'aspect normatif. C'est-à-dire les artistes se sont toujours emparés des techniques, ils ont toujours même été les précurseurs et ils les poussent dans leur dernier retranchement, ils explorent les contradictions, ils essayent de les détourner, de les retourner. Ça c'est les artistes qui l'étaient déjà, qui ont déjà cette fibre en eux. Mais là, on est en train de parler de l'utilisation de, j'allais dire, c'est pas méprisant, mais de monsieur tout le monde, qui d'un coup se dit, maintenant, je peux créer, je peux faire un livre, je peux me créer ma bande dessinée, etc. Alors que la création d'une BD, normalement, ce sont des heures et des heures d'apprentissage de l'anatomie. C'est vraiment un art à part entière. C'est pas des prompts qu'on dicte à une machine. La réflexion est en cours par rapport à ça, parce que c'est des phénomènes que nous vivons, donc on n'a pas assez de recul, mais on a du recul. C'est pour ça qu'il est intéressant d'arrimer ou de rattacher cette innovation aux innovations qu'on a eues avant. C'est pour ça que c'est bien de l'avoir comme une innovation incrémentale, et parce qu'on a du recul, parce qu'on a eu Internet, on a le numérique, même quand le CD, enfin le 33 tours apparaît, ça change les façons de consommer, d'écouter de la musique. De la musique. Vous voyez, donc ça crée une nouvelle manière de se réunir autour de la musique ou de vivre la musique. Donc si on essaye de voir comme ça la généalogie des usages autour de la création, ça permet un peu déjà de nous sortir d'une vision un peu trop hallucinée ou trop comment dire le terme... Non, mais sortir de cet effet de sidération. Parce que cet effet de sidération, il est soit trop dans le waouh, soit trop dans la fascination. C'est ça, on est soit trop dans la fascination, la sacralisation carrément, ou soit trop dans le rejet. Donc l'idée est de ramener un juste milieu. Voilà, ou en tout cas du sens pour essayer de l'aborder dans sa réalité. Et non pas dans ce qu'on aimerait nous faire croire. Parce que c'est même qui promeuvent l'IA, la promeuvent sous l'angle du danger, genre même des Musk et tout, on la promeut sous l'angle du danger ou sous l'angle des opportunités extraordinaires qu'elle offre. Et dans les deux cas, ça amène à considérer son caractère hyper puissant et c'est génial. Ou en tout cas, que ça soit génial ou que ça soit très grave, ça installe l'idée de sa puissance. Et anthropologiquement, qu'est-ce que ça dit justement de notre humanité, le fait de confier comme ça son processus créatif à une machine? Est-ce qu'on n'est pas en train de perdre quelque chose de précieux qui définit en fait notre humanité? Anthropologiquement, on dit que justement la technique est anthropologiquement fondée. L'être humain produit de la technique. La société produit des dispositifs techniques et ces dispositifs techniques produisent des formes de société et de sociabilité et des usages sociaux. Donc, il y a un rapport coextensif entre la société et la technique, comme si la technique c'était nos vêtements, quoi. Tu vois, donc il y a une interpénétration entre technique et société. Et donc, toute la question est de savoir comment on s'approprie ces techniques que nous-mêmes produisons. Et quelle est la logique qui permet leur production? Actuellement, c'est le marché, la disruption. Quand on disrupte un marché, eh ben, on se retrouve en position de monopole. Mais sauf que ces technologies disruptives,
disrupte aussi des organisations sociales, l'éducation, la famille, le travail, machin. Donc, les loisirs. Donc, la société a besoin d'harmoniser, en fait. Il faut qu'il y ait, il faut pas qu'il y ait trop de désajustements entre technique et société. Mais ça va se décanter, ça va se décanter naturellement, ou alors il faut vraiment créer des garde-fous, des structures. Tu le verrais comment, justement? C'est pas moi qui le vois, mais il y a des gens qui ont pensé par des choses de ce type-là, enfin, qui ont pensé un peu ces questions-là. Mais en gros, ça, déjà depuis Socrate, peut-être même avant, mais parce que... Que Karim a bien connu. Ouais. On était à l'école ensemble. Socrate, c'est là. Donc non, lui, il parlait de l'écriture déjà à l'époque, parce que, en fait, on dit que toute création technique est une exosomatisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on projette des facultés du vivant vers de l'inerte. C'est-à-dire, par exemple, l'écriture, c'est une exo-mémoire. C'est une manière de projeter ses facultés. Sa pensée et de la garder, de l'ancrer dans un présent. Un avion, c'est c'est un vol, c'est reproduire le vol d'oiseaux dans en assemblant des trucs, une mécanique et tout ça, dans de l'inerte en tout cas. C'est de la matière qui est assemblée pour reproduire un procédé qu'on trouve chez le vivant. Donc c'est ça qui est anthropologiquement fondé, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Ensuite, il dit que l'écriture, lui, à l'époque de Socrate, il dit c'est un pharmakon. Pharmakon, ça veut dire en même temps poison et en même temps remède. Ça porte ces deux sens-là. Et donc il dit à quelqu'un, par exemple, tu vas lire tel texte d'un tel, sur l'amour, par exemple, et tu vas pas faire ta propre idée, tu vas pas t'en faire ta propre idée, mais lui, c'est un fou, il dit des bêtises, mais il les dit de manière très convaincante, et alors tu vas le croire, sans faire ta propre expérience, et non seulement tu vas le croire, tu vas penser que tu auras appris quelque chose. C'est du prêt-à-penser. Voilà, alors que tu n'as rien appris du tout et que tu deviens dangereux, en fait, en réalité. Et donc, il dit qu'il faut qu'il y ait... Il faut se méfier des sophistes. Exactement, il dit que l'écriture va créer des sophistes. En gros, il dit qu'on peut faire un usage curatif de l'écriture et produire des choses belles et qui peuvent nourrir l'esprit humain, comme on peut en faire quelque chose de problématique. Le sens de ma question initiale, c'est Cro-Magnon dans sa caverne, quelque part, qui s'amuse à reproduire sur les murs les animaux qui chassent au quotidien. Qu'est-ce qui serait passé si il avait délégué justement cette curiosité, s'il avait délégué si c'était juste le chaman qui dessinait, par exemple, et qu'il n'y avait que le chaman de la tribu qui pouvait avoir accès justement à cet art? Est-ce qu'on serait des sapiens sapiens? Alors, je vais, pour rejoindre ta question, je vais poursuivre sur le chemin que j'avais ouvert, que j'avais tracé, celui du pharmakon. Donc, du coup, il nous est dit que ça doit être, toute technique est un pharmakon et elle doit être abordée de manière pharmacologique, en gros. C'est-à-dire, en faire un usage curatif, les utiliser à bon escient, au bon endroit et tout ça. Et ça crée une culture, en fait. Ça veut dire une culture s'organise autour de techniques qui apparaissent. Donc, par exemple, les sociétés agraires, l'agriculture apparaît, ça crée des sociétés agraires. Sédentaires. Voilà. Il y a des organisations, il y a des rites, il y a des positions sociales, en fait, c'est ça. La toute première divinité est née de la sédentarité, la fameuse mère des mers, etc. Voilà, donc, Gaïa et tout ça, mais voilà. Donc, ça, c'est... Bon, ça nous emmènerait loin, mais il faudrait une heure de plus, voilà, effectivement. Exactement. Mais en tout cas, jusque-là, on n'était pas dans un système technicien. Voilà, on pourrait voir les technologies du numérique, parce que l'intelligence artificielle, avant l'intelligence artificielle générative, déjà, tout le système de recommandation de nos informations sur nos plateformes et tout ça, c'est de l'IA aussi, c'est-à-dire vos recommandations Netflix ou TikTok ou tout ça. Les fameuses bulles d'algorithmes. Ouais, voilà, et qui vous mettent dans des bulles algorithmes. Exactement. Donc c'est déjà de l'IA. Donc on est dedans. Moi j'ai une question. Quelle est ma question? Ça fait 10 minutes qu'il essaie de la poser. Bon, c'est la troisième, j'ai oublié. À chaque fois j'oublie ça que je vais poser. Vas-y. On a toujours eu des comment dirais-je,
des résistances par rapport à toute révolution. Je suis sûr que quand la première voiture a été inventée, il y a eu des gens comme nous qui disaient non, le charme de mettre sa selle. Je me souviens. Le charme de mettre sa selle, préparer son cheval, etc. Moi, la question, elle est maintenant, est-ce que c'est prématuré d'essayer de mettre des barrières et des règles et des normes en ce qui concerne l'IA, ou bien laisser avancer et ensuite détecter les vrais dangers et une stratégie sur comment faire pour avoir que les choses. Voilà, un moratoire comme pour le clonage par exemple, ou alors laisser la nature décanter tout ça. Bon, ça c'est encore une fois, c'est une question compliquée, difficile. On adore les questions compliquées et difficiles dans l'émission. Ça sera plus médiatique, ça sera compliqué. Non, mais il y aurait plusieurs approches, c'est-à-dire certaines disent votre avis, je cherche votre avis. Oui, non, mais mon avis, moi, c'est-à-dire, c'est pas mon avis qui compte, je préfère... C'est toi l'avis. Non, mais mon avis, c'est-à-dire, mon avis est en construction aussi, voilà. Donc, dans mon avis, il y a plusieurs hypothèses, voilà, qui sont à explorer, qui sont à considérer pour pouvoir répondre à cette question. Voilà, c'est quand même des sujets sérieux, on peut pas y répondre à l'emporte-pièce, mais on peut dire, certains disent moi, je suis en tout cas contre l'idée que le fait de poser des normes, ce serait une entrave à l'innovation, parce qu'au contraire, c'est-à-dire on innove parce qu'il y a des entraves en vérité, et ça nous pousse à chercher... Mais on freine en quelque sens, c'est-à-dire la vitesse à laquelle on innove. S'il y a, dès le début, il y a des freins, il y a des trucs... Oui, mais l'innovation n'est pas... Enfin, c'est pas une fin en soi. C'est-à-dire, quelle est la fin? Est-ce un moyen ou est-ce une fin? Non, c'est un moyen de régler des problèmes. Et voilà, donc la fin, c'est régler des problèmes. Voilà, qu'est-ce qu'on voudrait régler comme problème? Mais sinon, innover, ça crée aussi des problèmes. Oui. Ouais, quand je sais pas, quand on invente. Et ça crée du business quand on crée un problème. Ben oui, mais c'est ce qu'on dit. C'est un pharmacone, donc il y a toujours l'innovation. Enfin, la technique n'est pas neutre, elle est toujours ambivalente. Il y a des effets positifs, il y a des effets négatifs. Janus. Voilà, il faut savoir en tirer un meilleur parti. Donc un médicament c'est bien, mais si on le donne au mauvais patient, il peut le tuer. C'est ça l'idée. Ah ouais. Donc voilà, donc du coup... L'aspirine peut être létale. Donc du coup, c'est-à-dire il faut avoir une ingénierie sociale capable d'absorber ces innovations qui vont aussi vite. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. On aurait voulu avoir une heure de plus, mais bon, on va switcher de thématique tout de suite, mais tu restes avec nous bien évidemment. Vous êtes une start-up avec un concept innovant. Vous avez une actualité liée au TIC que vous aimeriez développer? Rien de plus simple. Il vous suffit de nous écrire sur la page Facebook de l'émission Médiatique-du-6 Alger Champ 3. Médiatique, c'est avant tout votre émission et notre porte vous est toujours ouverte. Hassan, juste deux mots sur Tinda, ça continue demain? Ça continue demain, mais là c'est exclusif aux étudiants. Ils sont en train de faire un hackathon. D'accord. Là, et l'idée c'est de produire des œuvres en reprenant l'intitulé, donc Alger IA Révolution, Algérie Révolution, un petit jeu de mots. On a voulu... Très beau jeu de mots. Voilà. Que vraiment j'aime beaucoup. Quel est friand de ce genre de calembour. Et on a voulu... calembour, c'est bien. On a voulu en fait mobiliser l'esprit d'Alger, capitale de la Révolution. Et des mecs des révolutionnaires. Est-ce qu'on pourra voir justement ces œuvres une fois terminées? Donc a priori c'est au personnel encadrant de se prononcer, mais a priori il devrait avoir une exposition dans l'école, a priori, et il faudra confirmer avec eux, mais c'est l'idée. Merci beaucoup. Tu restes avec nous, ça va parler de codage tout de suite, mais pas que, puisqu'on a le plaisir d'avoir avec nous Monsieur Halim Faraoui de GoMyCode. Rebonsoir. Rebonsoir, Pédard. Ça va? Très bien. Alors, GoMyCode, qu'est-ce que c'est en fait? Alors, c'est l'école des métiers du futur. On a la prétention de se dire ça parce que on enseigne dans 4 ou 5 chapitres de vie de la tech, dans le développement web,
dans l'intelligence artificielle, dans le design. Voilà la proposition de service, c'est réglé. On prend 10% dans l'émission, hein, voilà. Et donc dans la générative IA aussi, et cybersécurité et design. C'est quoi la genèse justement? Qu'est-ce qui t'a poussé? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans ça tout simplement? Pourquoi l'importance d'une école de ce genre? Alors, d'abord, aujourd'hui, on a, avec le temps, vu des nouveaux métiers naître et un besoin de nouvelles techniques à apprendre. Donc, je rejoins le débat qu'on a eu tout à l'heure. Aujourd'hui, on doit apprendre à nos jeunes, et moins jeunes d'ailleurs, comment devenir des développeurs web, parce que la société le demande, le besoin professionnel le demande. Alors que c'est un métier qui est menacé de disparition, grâce ou à cause de l'intelligence artificielle. C'est un autre débat. Qui a créé cette... il a beauté en touche, mais d'une élégance rare. Hein. Sci-fi. Non, mais il a raison. Il n'y a pas de risque. Non, personnellement, je pense qu'il n'y a pas de risque. C'est plus compliqué que ça. En fait. Voilà, il y a le vibe coding, oui. mais on revient toujours qu'il faut un développeur senior ou quelque chose comme ça qui prend en charge ce programme. Ça change très vite. Pour le mettre en Pour production. l'instant, on peut dire que quels que soient les métiers, que ce soit par rapport à la rédaction ou au métier du design ou au métier du code, quelqu'un qui sait, qui est un professionnel de ces métiers, le fera toujours mieux qu'un néophyte. Exactement. Un rédacteur aura une palette de rédaction en utilisant l'intelligence artificielle générative qui sera toujours supérieure à quelqu'un qui ne sait pas écrire. Et pareil pour quelqu'un qui produit des images. L'IA générative à la base, c'est une résultante. La générative AI, c'est une résultante de quoi? De techniques qui s'appellent le machine learning et du deep learning. On a nourri cette machine à travers du machine learning, c'est-à-dire sur du texte, du traitement de texte à haute intensité, traitement de vidéo, de son avec du deep learning, pour en faire en sorte de créer une machine qui puisse répondre à notre place, répondre de façon plus rapide et peut-être. Alors j'ai vu une étude de 2024 qui vaut ce qu'elle vaut, mais il paraîtrait, on va mettre de grosses guillemets, on va parler au conditionnel, que 30% de la création littéraire mondiale aurait déjà servi de terreau à l'intelligence artificielle. 30% de tout ce que l'humanité a créé, décrit. Ça ne m'étonnerait absolument pas. Je pense que pour pouvoir avoir de tels résultats en termes de recherche, aujourd'hui, je pense qu'il y a dans les 140 millions de demandes sur ChatGPT de façon quotidienne, et la plupart c'est pour dire salut. 140 millions? Oui, de demandes écrites, hein, rien que ça. Pour dire salut. Ouais. C'est énergivore en plus, paraît-il. Hein. Il paraît énergivore. Le truc merci, ça consomme. Le simple bonjour consomme. Donc ne soyez pas polis avec votre intelligence artificielle, ça fait du mal à la planète. Le simple bonjour consomme pas mal de kilowattheures, mais le débat excède le bonjour. Très bien, et quel rapport justement ont les enfants qui viennent dans ton école ou les jeunes adolescents par rapport à cette révolution? Parce que eux ils sont dedans, hein, ils la vivent, ils naissent avec. Ils naissent avec, vous l'avez hyper bien dit. Justement, je continue, c'est-à-dire à la suite, quelle est l'approche pédagogique que vous appliquez pour garder ces jeunes et les pousser à venir étudier? On apprend, pour les jeunes, l'IA générative, on la présente comme apprendre à mieux apprendre, en fait. Donc on leur apprend les interfaces qu'il faut, les outils qu'il faut pour mieux réviser, mieux gagner du temps sur leur révision, et ne pas pouvoir tricher sur copier, etc. Donc de cette manière-là, aujourd'hui, donc nous on enseigne toutes ces techniques-là tout au long de l'année, pour tout type d'âge, donc de 7 à 77 ans. Mais là, on parle. Ça va, comme Tintin. Pour les 128 ans, on va voir. Et même question pour l'IA de tout à l'heure, il n'y a pas la tentation pour un prépubère justement d'aller vers la solution de facilité et de déléguer tout ce processus d'apprentissage à la machine? Ils sont nés dedans, ils chercheront toujours, on a une génération qui est née avec ça. Donc elle ne peut s'empêcher de penser qu'aujourd'hui le premier réflexe c'est d'ouvrir son laptop, ou le premier réflexe c'est d'ouvrir son mobile et d'utiliser une application. Autre exemple qu'on cite à chaque fois dans l'émission, vous vous souvenez tous de l'avènement des cybercafés en Algérie. Absolument. Et à un moment, comment on appelle ça, les devoirs à faire, c'était au niveau du cybercafé.
bonjour, dès les bas sur ça, dès les bas sur ça. Inévitable. Je suis pas sûr que l'enfant, à l'époque, ait absorbé le quart du tiers de la moitié de ce qu'il a téléchargé sur sa disquette. Absolument. Donc aujourd'hui, je voulais vraiment terminer. Tout à l'heure, vous avez dit une phrase hyper pertinente, c'est qu'il y avait une révolution. C'est Internet. Oui. C'est un sourire narquois qui vient de faire. Non, Moi, quand vous avez dit que vous avez fait une remarque très pertinente. La dernière big. Heureusement que c'est filmé. Mouni se fera un plaisir de montrer qu'il n'y a pas eu de sourire narquois. C'est donner raison en fait. La plus grosse dernière révolution, c'était Internet. Et depuis, je pense que c'est l'intelligence artificielle qui prend. Depuis Internet, c'est la révolution ou l'innovation la plus remarquable et la plus rapide qu'on puisse avoir. Donc tu ne crois pas en l'abêtissement ou l'abrutissement de l'humanité? Les mots ne sont pas de moi, ils sont de Musk. Je pense que s'il le dit, c'est qu'il y a un risque, évidemment. Je pense que tout peut être cadré et il y a des déviances à toute nouvelle technique en fait. Hein. Donc je pense qu'il faut... Ça évolue tellement vite. On est face quand même à une innovation qui évolue d'heure en heure, hein, pour qu'on soit bien d'accord. Donc d'heure en heure, on voit de nouvelles interfaces. Je reçois moi des mises à jour. Je suis abonné à certaines plateformes. Chaque jour, c'est plus une mise à jour annuelle. Hein. On est vraiment pas dans ça. Hassan voulait intervenir. Ça, ouais. Non, mais pour Musk et tout ça, il faut aussi faire attention au fait que ces gens-là agitent aussi des peurs pour ensuite donner leur propre solution. C'est ça qui est intéressant. C'est clair, mais voilà, c'est-à-dire, c'est de la communication politicienne. C'est leur propre solution. Quand ils parlent d'éthique de l'IA, ils vont ériger des principes. Les principes, c'est eux qui les pensent. Oui. Voilà, donc il faut aussi pouvoir penser en dehors du cadre qu'ils posent eux. Il y a même des gens qui réfléchissent, qui pensent que toutes les solutions qu'on voit maintenant sortir sur les sites et des plateformes, etc., qui utilisent des API de fournisseurs qui sont connus, seront destinés à fermer leur boîte. C'est-à-dire il n'y aura plus de business parce que aujourd'hui tu fais une automation sur ouvrir un mail, répondre à quelqu'un, tu le fais avec des agents IA. Demain, rien ne te dit que Google ou Outlook ne va pas le faire. Ça sera des choses automatiques. C'est pour ça que j'allais passer à la question. Pour ces jeunes qui sont, et moins jeunes comme moi, qui passent par votre école, quel langage est préférable pour eux d'apprendre? En ce moment, c'est-à-dire vous les dirigez vers, je sais pas moi, React, ou bien vers les bases C++, ou bien... Quel langage? Quand il s'agit de développement, c'est du HTML, CSS, du React, JavaScript, etc. Ça, c'est pour du développement. Donc, ils ne vont pas apprendre à développer à travers l'IA générative. L'IA générative, c'est une formation qui est complètement à part, mais on leur apprend les bases. Donc, du front-end, du back-end, pour pouvoir créer son interface de A à Z. C'est très important. Aujourd'hui, on ne peut pas comprendre. Absolument. Sur la partie intelligence artificielle, on ne leur apprend pas aujourd'hui à utiliser ChatGPT. Ce qu'on leur apprend, c'est vraiment du machine learning. Comment créer des neurones, comment traiter de la data, comment nettoyer sa data, comment pouvoir la traiter, comment pouvoir y générer de la prise de décision à travers cette donnée-là. C'est vraiment la base. La BI. J'ai dit tout à l'heure que l'IA générative, c'était une résultante en fait du machine et de deep learning. Aujourd'hui, on a des jeunes et même des enfants qui ont créé une intelligence artificielle capable de détecter du sommeil avec créer un modèle. C'est des modèles, bien sûr. Non, c'est pas de l'innovation évidemment, mais c'est créer un modèle qui est assez nourri pour pouvoir détecter visuellement son et écriture. Est-ce que vous avez eu une occasion de côtoyer des entreprises qui ont un manque de compétences et vous demandent, s'il vous plaît, nous avons besoin de jeunes ou nos employés doivent être formés sur React. Est-ce que vous faites ça à la carte ou bien c'est juste des programmes que vous établissez pour monsieur tout le monde? Évidemment que c'est même de façon quotidienne. On est sollicité par des entreprises, qu'elles soient donc étatiques ou privées, pour pouvoir mettre à niveau leur personnel quand il s'agit de data analytics, parce qu'on fait des formations certifiantes avec Microsoft, etc. Donc data analytics,
C'est quelque chose qui est demandé de façon vraiment hebdomadaire sur nos réunions professionnelles avec les entreprises, mais aussi, surtout, aujourd'hui, ils ne cherchent pas trop à faire en sorte sur du développement. C'est-à-dire, le but n'est pas de faire de son comptable ou de son financier un développeur web. On n'en est pas là. Non, je ne parlais pas de comptable et de financier, je parlais plus d'ingénieurs qui sont IT, qui sont DSI ou DSI. Tout à fait. C'est-à-dire, ce genre, est-ce qu'ils ont besoin de formation en plus? Data science, bien sûr, oui. On a beaucoup de demandes sur de la data science, surtout pour pouvoir... on a un bootcamp qui est de 200 heures de formation, et donc c'est hyper demandé sur les équipes IT et data des entreprises avec qui on travaille, des partenaires. En parlant de bootcamp, justement, je sais qu'il y a pas mal de choses qui sont prévues pour cet été. Absolument. Donc non seulement on lance donc la Samar Academy pour les plus jeunes là, donc il y aura 3 sessions en juin, juillet, août. Alors ça s'adresse à quelle tranche d'âge? Alors de 7 à 17 ans, ça c'est pour la Samar Academy. C'est bon pour Reda, tu peux. Ah mais merci Karim. Donc ça sera pour apprendre de la générative AI, de développement web, Python et du Scratch pour coder avec Scratch pour créer ses propres jeux vidéo. Donc voilà, de 7 à 17 ans. Mais il y a un gros programme, on est hyper fiers de pouvoir l'annoncer, que l'Algérie fait partie d'un programme qu'on va lancer d'ici fin juin, donc avec la Digital Africa, donc le Talent for Startups, c'est une organisation panafricaine. Dont l'Algérie fait partie. Dont l'Algérie fait partie, évidemment. On a été shortlisté et choisi et signé avec Gomecode pour pouvoir donner une centaine de bourses d'ici la fin de l'année sur des formations de bootcamp carrément ou de boost. Ça va faire le tour alors on va lancer le lien pour les inscriptions dans quelques heures, si ce n'est dans quelques jours, pour pouvoir lancer les inscriptions. Et ensuite, attention, dimanche c'est le bac, hein, donc voilà. Non, c'est pour ça qu'on est en train d'attendre un petit peu avant de lancer. Non, il lance le soir. Donc du coup c'est hyper intéressant je suis hyper fier de pouvoir représenter ça pour l'Algérie, de pouvoir donner cette chance ouverte à des 58 habitants de 58 wilayas, de pouvoir... super. Oui, c'est ouvert. Et j'ai vu ta main. Yes. En ce qui concerne, c'est-à-dire si jamais il y a quelqu'un qui a un incubateur ou un coworking, etc., il peut éventuellement vous inviter à venir le faire chez vous. Bien sûr. Dans le cadre de votre programme. Dans le déplacement, est-ce que vous allez vous déplacer dans les wilayas ou... Non, en fait on va lancer des liens pour inscription et ensuite les personnes qui vont bénéficier de cette bourse pourront soit le faire ici sur Alger, donc faire leur sur Alger ou complètement online, parce qu'on a l'interface Learn, notre plateforme Learn virtuelle, qui a été primée de toute façon numéro 1 en Afrique en 2024 Merci beaucoup. On l'a publié il y a quelques semaines de cela. Donc ils ont exactement les mêmes avantages à Adra de faire la formation en ligne sur notre plateforme que de le faire en présentiel. Merci beaucoup messieurs. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de Médiatique. Merci beaucoup Karim Barak. On se retrouve jeudi prochain pour la dernière de la saison. Merci beaucoup Lamine B derrière la vitre, Mouni pour le streaming. Quant à toi qui m'écoutes et que je tutoie, si tu vagabondes sur les ondes, ramène du monde. À jeudi prochain.